C'est parti, hein? Peu fort. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi, je vais pouvoir utiliser des choses qui ont été dites précédemment, m'appuyer sur les présentations précédentes qui étaient extrêmement intéressantes. Dans cette intervention, moi, je vous propose de prendre un peu de recul, malgré tout, par rapport à pas mal de choses qui ont été dites. Euh, C'était intéressant sur la partie contexte. Je fais quand même le lien puisqu'on parlait de coûts qui augmentent et de temps de réponse qui augmente quand on augmente la taille du contexte. Il y a un troisième facteur, c'est que ça va augmenter les émissions carbone. Voilà, c'est linéaire en fait, hein. Si votre contexte il est deux fois plus long, vous allez avoir deux fois plus de temps de traitement et deux fois plus d'émissions carbone. Si on fait un calcul un peu simple, ça marche. Voilà. Donc moi, je vais vous parler plus d'environnement et j'ai un objectif sur cette présentation, c'est de vous convaincre que c'est extrêmement important de bah, c'est intéressant d'avoir à l'esprit ces impacts environnementaux quand on met en place et qu'on déploie des solutions d'IA et en particulier des solutions d'IA générative. Juste, donc, on part un peu de l'espace, hein. Juste rappeler que pour les entreprises, les enjeux ils sont complexes. Là, je vais faire un focus sur l'environnement, mais j'aurais aussi énormément aimé parler des impacts sociaux, sociétaux, puisque ça fait partie de la culture du numérique responsable. Et donc, c'est la colonne de gauche, vous avez la conformité, donc vous avez des lois qui arrivent, IA Act, vous avez le Data Act, vous avez la RGPD, enfin, qui sont concernés par l'arrivée de l'IA. Ça suffit pas pour présenter tous les risques des entreprises, il y a plein d'autres risques. Il y a beaucoup de risques de réputation, par exemple. J'aimais bien l'exemple aussi qui était donné d'injection de prompts. Peut-être avez-vous vu ChatGPT, enfin GPT-5 quand il est sorti, il n'a pas fallu longtemps pour casser la sécurité de ce système-là. Alors, vous savez combien de temps il a fallu d'ailleurs? Je vous donne la réponse, hein. C'est ouais, c'est moins d'une heure en tout cas. Il faut savoir que les investissements justement pour sécuriser ces systèmes sont colossaux, hein, de la part de OpenAI. Ils ont depuis longtemps hein, des problèmes, depuis que Microsoft même a commencé à connecter Twitter ou X à des LLM, ça a systématiquement parti vers des dérives où ces systèmes tenaient des propos antiféministes, nazis, etc. Donc c'est récurrent, c'est un problème récurrent. Donc ça peut aller dans la case éthique que vous voyez à gauche, que je ne vais pas développer. Mais effectivement, ils ont mis beaucoup d'argent pour empêcher des dérapages de ces systèmes-là. Et pour autant, sur GPT-5, en une heure, par injection de prompt dans un prompt, eh bien, ils ont réussi à casser cette sécurité-là facilement. On met ces questions de côté. Il y a aussi toutes les questions de transformation de l'entreprise avec peut-être des risques RH, des questions de change management, des questions d'adaptation des organisations et d'adaptation au rythme de transformation. C'est des questions extrêmement intéressantes. Mais pareil, je ne vais pas en parler aujourd'hui, puisque mon objectif, c'est de vous parler d'impact environnementaux. C'est ça qu'il y avait dans le cahier des charges. Voilà. Euh, bon, juste, je prends quelques instants hein, pour repartir un peu dans l'espace. On a des satellites en Europe, Copernicus, qui nous donnent des informations sur la température mondiale. Et vous avez les courbes, là, vous pouvez les regarder tous les jours si vous voulez. En 2024, c'était l'année la plus chaude jamais observée, grosso modo depuis le début de l'ère industrielle. 2025, on est pas mal, on fait un peu moins chaud, mais on est quand même dans une zone, si vous voulez, très très au-dessus des moyennes habituelles. En fait, on est dans une sorte d'inconnu climatique actuellement. Euh, D'urgence climatique. La raison, on la connaît, elle n'est pas discutable, c'est les émissions de gaz à effet de serre humaines qui génèrent ce dérapage. Et juste il y a 2 semaines, 3 semaines, on a eu des annonces de presse expliquant qu'on avait passé la septième limite planétaire. Donc, en l'occurrence, c'est l'acidification des océans. Ça concerne le numérique, attention, hein, et l'IA, hein. Je vais faire le lien, vous inquiétez pas. Donc l'acidification des océans, c'est lié au fait que les océans, c'est un puits de carbone. Donc quand vous mettez du CO2 dans l'atmosphère, il est capté en très grande partie par les océans, mais de moins en moins, parce que les océans ont une capacité de captation qui n'est pas infinie. Et quand ils font cette captation, ils s'acidifient. Une des conséquences, c'est que tous les micro-organismes qui ont besoin de fabriquer leur squelette et leurs exosquelettes ne peuvent pas le constituer, et donc c'est pas viable pour eux, ce qui détruit complètement toute la chaîne alimentaire pour tous les animaux marins. La zone verte, là, vous voyez, c'est la zone de confort pour l'humanité. Quand on est dans le vert, c'est bon. Quand on commence à sortir du vert, eh bien, on arrive dans une zone d'inconfort absolument problématique. Alors, j'en viens au numérique. Allez, une petite question pour s'amuser. Est-ce que les lampadaires dans les jeux vidéo utilisent de la vraie électricité? Si vous pensez que oui, vous pouvez lever la main.
Si on rentre dans le détail, c'est intéressant, mais je ne vais pas détailler le raisonnement. Par contre, il y a un raisonnement très simple, c'est que, grosso modo, toute activité numérique a besoin d'un substrat, même si c'est dans un espace virtuel, hein, il y a un substrat physique. Et il faut des machines, il faut fabriquer ces machines, il faut de l'énergie pour fabriquer ces machines, et il faut de l'énergie pour faire fonctionner ces machines au moment où on fait apparaître des rayons lumineux, des ombres, etc. Donc, de toute façon, c'est oui. La réponse, tout projet informatique de toute forme va émettre des gaz à effet de serre, en fait, au final, parce que ça va consommer de l'énergie, et l'énergie, aujourd'hui, elle n'est pas décarbonée à 100% dans aucun cas de figure. Bravo à ceux qui ont levé la main, ou qui n'ont pas été timides avec. Vous connaissez peut-être les chiffres de l'ADEME, 4% des émissions de GES dans le monde viennent du numérique. Le problème, c'est, ça peut paraître peu, mais c'est quand même énorme, hein, ça serait, un pays, ça serait le troisième au monde. La croissance de 10% pose plus problème. S'il n'y a pas de secteur d'activité qui ont cette vitesse, cette accélération. Donc sur le numérique, l'ADEME dit plus 45 dans 5 ans, 45%. Si on regarde précisément, parce que dans les années 2010-2020, c'était plutôt les équipements qui faisaient augmenter cette empreinte du numérique, là on voit une très forte croissance au niveau des data centers. Donc ça, c'est l'Agence internationale de l'énergie qui dit que les data centers, c'est 1,5% des émissions carbone mondiales, et on va être finalement, on va le doubler en 5 ans. Voilà, vous pouvez le voir ici, ça c'est le passé, hein, donc de 2005 à 2024. On voit une croissance à gauche, c'est la puissance qui est nécessaire pour faire fonctionner ces data centers. Vous voyez, ça s'infléchit fortement à peu près au moment où Google sort son modèle Transformers qui malgré tout, était prêt pour changer la face du monde avec les LLM. Donc cette croissance, elle semble un peu exponentielle quand on la voit comme ça. Voilà, ce constat, il est fait, on le voit dans la presse. On avait quand même des acteurs extrêmement engagés comme Microsoft et Google qui étaient partis sur l'idée d'atteindre la neutralité carbone à court terme, avant 2050, avant ce que nous demandaient les accords de Paris. Ils n'en parlent plus parce qu'ils ils ont complètement déraillé. Plutôt, ils devaient faire -5, -10% par an pour atteindre cet objectif-là. Puis en fait, non, sur les 5 dernières années, c'est plus 30% pour Microsoft, c'est plus 48% pour Google. Donc ces émissions augmentent, et quand on leur pose la question de qu'est-ce qui s'est passé, hein, ils le disent, c'est l'IA. Ils répondent aux besoins, nouveaux besoins de l'IA. C'est l'IA qui est responsable du fait que tout leur pronostic s'effondre. Ils n'avaient pas tant que ça prévu cette vitesse d'adoption. Pour vous donner d'autres ordres de grandeur, ici vous avez une projection de Deloitte qui nous explique qu'en 2050, il y a un scénario bas, hein. Si on continue d'aller à la vitesse de déploiement de l'IA, eh bien, dans 2050, pour que ça fonctionne, il faudrait rajouter à peu près, je vous fais des conversions grosso modo, mais il faudrait rajouter à peu près 160 réacteurs nucléaires pour alimenter cette IA. Ou, dans le pire des cas, ce serait plutôt 350 réacteurs nucléaires qu'il faudrait rajouter. Ça, c'est dans le monde. En France, c'est peut-être encore plus éloquent puisque en début d'année 2025, on avait 322 data centers référencés en France sur les sources que j'ai trouvées, qui consommaient 1 gigawatt, enfin qui avaient besoin d'1 gigawatt de puissance pour fonctionner. On a eu le sommet de l'IA, début d'année, avec des gens qui sont venus un peu de partout, des Émirats, des fonds de pension canadiens qui ont dit on va investir sur la France, on va fabriquer des data centers. Ça, c'est, on ne sait pas si ça va totalement s'enclencher. En tout cas, les promesses qui ont été faites avec Emmanuel Macron font qu'il faudrait construire, approvisionner ces systèmes, il faudrait rajouter 12 gigawatts pardon, de puissance. On serait de 1 à 13 en fait finalement. Fois 13 pour l'IA, c'est énorme, hein. 1 gigawatt, si on est très simple, c'est un réacteur nucléaire. Le dernier réacteur nucléaire qu'on a déployé, il a fallu 17 ans pour le fabriquer. Là, il faudrait en faire une dizaine à horizon 2030-2035. On n'est pas capable de le faire, en fait. C'est très simple. Donc, bon, il y a d'autres projections. Le rapport du Shift Project est très intéressant pour ça, mais il tire la conclusion, hein, c'est qu'il va forcément y avoir des tensions sur les systèmes électriques et l'accès à ces systèmes électriques. On avait un projet en France qui était d'électrifier des véhicules, de sortir du pétrole, d'électrifier l'industrie, etc. Bah, ça rentre en concurrence avec déployer de l'IA générative en particulier. Ces scénarios-là, ils sont pas compatibles.
Ces tensions-là, elles sont déjà visibles aux États-Unis. Il y a beaucoup d'exemples dans la presse avec Amazon qui essaye d'acheter une centrale nucléaire ou Microsoft qui en relance une avec Three Mile Island pour faire fonctionner ces centres de données. Là, vous avez l'exemple, moi j'aime bien cet exemple de ce qu'a fait Elon Musk, hein, qui fin 2024 s'est dit on va lancer une nouvelle IA, elle va être meilleure que les autres. Donc il a fabriqué en quelques mois un data center sur la base d'un site industriel qui existait. Il n'a pas fabriqué les bâtiments parce qu'il voulait aller vite. Par contre, il a regardé l'électricité qui arrivait sur ce site industriel et il y avait 15 mégawatts. Et lui, pour entraîner son modèle, il lui en fallait 250. Donc la prise de secteur n'était pas du tout adaptée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait venir de tous les États-Unis des générateurs à gaz, des climatiseurs possibles de taille de camion, et puis et encore plus de générateurs à gaz pour les climatiseurs. Il a mis tout ça autour, et ce qui fait qu'en fait, ce qui alimente Grok aujourd'hui, c'est un data center qui est à gaz. Donc quand on n'a plus accès à l'électricité, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait revenir du gaz, on fait revenir du thermique, peut-être du charbon demain, mais il faut bien trouver une solution si on veut garder ce rythme-là. Alors, juste, il y a quand même une raison un peu fondamentale à ça, à cette situation. Pourquoi est-ce que, comme ça, on a cette course à l'accélération des moyens mis à disposition de l'IA? Vous la connaissez peut-être. Il y a plusieurs lois d'échelle, ce qu'on appelle les lois d'échelle, mais celle-là qui a été publiée en 2020 par OpenAI est assez claire. Ils se sont aperçus, OpenAI, que quand ils utilisaient des modèles type chatbot, LLM, ils avaient des résultats qui n'étaient pas terribles. Mais ils pouvaient améliorer la qualité des réponses, et pour ça, fallait faire trois choses simultanément. Si on n'en fait que deux, ça ne marche pas. Voilà, il faut faire les trois. Mais si on fait les trois, par contre, on a une progression linéaire. Il faut augmenter du temps de calcul ou de la capacité de calcul. Il faut du CPU. Il faut augmenter la quantité de données qu'on donne pour l'apprentissage à ces LLM. Il faut augmenter le nombre de paramètres des modèles, la taille du modèle. Concrètement, ça revient aussi à mettre de la mémoire de travail pour ces modèles-là. Si on fait les trois à la fois, eh bien, on a une amélioration linéaire de la qualité des résultats. Donc, eux, ils l'ont vérifié expérimentalement en 2020. En 2022, ils sortent ChatGPT. Ils font la démonstration que ça marche. Tout le monde est estomaqué. Puis après, tous les autres acteurs, les Google, euh, les Claude, etc., ont tout de suite compris qu'il fallait suivre cette logique-là et donc d'abord scaler sur des moyens physiques pour pouvoir obtenir des résultats intéressants. Voilà, bon, les conséquences, voilà, ça c'est la croissance des ressources qui sont nécessaires pour faire l'apprentissage de ces grands modèles, les modèles frontières qu'on connaît, qu'on utilise en ligne, plus 150 par an, donc fois 2,5. Voilà, c'est dit. Alors maintenant, je vais juste vous donner un élément, peut-être, enfin parler de comment on évalue l'empreinte de ces systèmes-là. Rapidement, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps non plus. Il y a eu quelques études que je ne vais pas détailler, mais vous pouvez aller voir. L'étude Mistral a publié des chiffres sur ces émissions carbone. Google vient de le faire récemment et c'est assez intéressant ce qu'ils ont dit, puisqu'ils avaient des émissions qui étaient très en dessous de ce que disaient tous les autres. Ils disent qu'ils ont optimisé 44 fois leur modèle. Vous avez ici les arguments pour en parler après si on a le temps. Mais moi, j'ai essayé de faire une synthèse dans un tableau, voilà, dire qu'est-ce que finalement, moi, ce que je veux savoir, c'est quand je fais une requête courte, combien de grammes de CO2 vont être émis selon les différents modèles. Quand c'est les grands acteurs qui sont en SaaS, on n'a pas les informations. Hein, on peut les estimer un petit peu, mais il y a eu pas mal d'études et vous voyez que là, dans ces réponses-là, bon, Google, il parle de 0,03 grammes pour une requête, mais dont on ne connaît pas la longueur. Ça n'inclut pas l'entraînement parce qu'il faut aussi entraîner ces modèles. Donc, tout cet impact d'entraînement n'a pas été pris en compte par Google. Vous avez l'exemple de Mistral. Mistral, voilà, on est plutôt sur un gramme émis. Alors, eux, ils tiennent compte de l'entraînement du modèle dans leur calcul. Et puis, sur une requête qui est assez longue, on va dire 250 mots d'entrée, enfin non, 50 mots de requête, par exemple, et 250 mots de sortie. Donc, sur 300 mots, ça fait 1 gramme émis. Mais bon, il nous manque pas mal d'informations pour pouvoir extrapoler et vraiment créer un modèle fiable. Cela dit, ce qu'on n'a pas, c'est les données précises des modèles. Par exemple, GPT-5, on ne sait pas combien de paramètres sont utilisés par les modèles qui répondent à nos questions. On n'a pas cette information, elle est essentielle parce que après, par contre, on a une méthodologie qui est très claire. Si vous voulez, grosso modo, plus il y a de paramètres, c'est linéaire aussi hein, dans votre système, plus ça demandera du temps ou du calcul, et donc ça émettra potentiellement du carbone. C'est pareil, c'est proportionnel à la longueur
des requêtes d'entrée et de sortie, enfin, le token consommé en entrée ou en sortie. Voilà. Donc ça, il y a une méthodologie. Moi, je vous mets juste le lien vers notre site parce qu'on l'a publié en open méthodologie dans mon cabinet de conseil. Digital for Better, vous avez accès aux détails. Mais sachez que il y a un mode de calcul qui fonctionne bien et qui permet, au lancement d'un projet, avant de le mettre en place, pas besoin de mesurer, hein, d'estimer ce que sera la consommation de ce système-là et comment bien dimensionner les machines qui vont permettre d'avoir le niveau de réactivité attendu. Hein. La logique, c'est de savoir à peu près combien de mots on va avoir en entrée et en sortie. À partir de là, on sait les convertir en tokens. On peut les multiplier par 0,75, ça marche. Bon, ça peut se faire un peu comme ça. Et ensuite, vous allez pouvoir en déduire, si vous connaissez la taille du modèle, comme je vous disais, euh, vous allez pouvoir en déduire la quantité de calculs qui seront nécessaires pour traiter cette quantité de données. Ça se calcule en flop, hein, des unités de calcul simples. Alors, sachez que pour faire ça, en phase d'entraînement, par exemple, on multiplie par 6. C'est un des facteurs de la méthodologie. En phase d'utilisation, on multiplie par 2. C'est expliqué tout ça, hein, mais il y a une raison à ça. Mais la phase d'entraînement va consommer pour une même quantité de données plus de ressources, parce qu'il y a des allers-retours à faire dans le LLM. Voilà, donc on peut déduire exactement la quantité de flops dont on aurait besoin pour entraîner, déployer, utiliser un système. Et à partir de là, si on connaît son hardware, voilà, quand on achète un H100, on sait que c'est 53 teraflops de capacité de traitement. Bon, bah, vous pouvez dire que pour traiter 1 million de tokens, eh bien, il faudra 1 minute avec ce raisonnement-là. Et 1 minute, si on sait combien de watts consomme une machine, parce qu'on a ses caractéristiques physiques, et là on peut savoir exactement combien de kilowattheures vont être consommés pour traiter ce million de mots. Et à partir de là, si vous savez où est votre data center, vous savez à quel type de réseau électrique il est connecté, et vous pouvez en déduire les émissions carbone avec aussi un facteur. Ces facteurs d'intensité carbone des pays sont aussi fournis, je le mentionne quand même sur d'autres sites, vous pouvez le trouver à différents endroits, mais on a fait un travail pour présenter ces chiffres-là. Voilà, donc on peut savoir finalement, a priori, quand on va lancer un service, on se dit, bah, je vais avoir 100 utilisateurs, ils travaillent tous les jours dessus, ils vont consommer tant de tokens. Eh bien, on peut savoir à partir de là combien de machines il faut mettre, quel type de machine il faut mettre et quelles émissions carbone vont en découler. Bon, c'est très bien tout ça, donc on sait l'évaluer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc je vais juste proposer quelques recommandations pour finir cette présentation. La première chose que j'ai envie de suggérer, c'est quand même de penser budget carbone. Donc vous avez pensé budget financier, c'est vrai que les API ça coûte vite cher si on ne fait pas attention. Bah, c'est la même chose. C'est juste que si vous optimisez votre consommation financière, vous allez probablement optimiser vos émissions carbone. C'est bien, ça va ensemble. Mais vous pouvez raisonner aussi strictement sur le carbone en disant je sais que j'ai émis 100 tonnes de CO2 en 2024 ou en 2025. Eh bien, je vais essayer de rester dans ce budget-là pour 2026. Idéalement, même, je vais essayer de faire un peu moins. Peut-être essayer de faire 95 tonnes de CO2 en 2026. Mais par contre, si votre objectif, c'est de déployer l'IA générative, qui est objectivement, je pense, le type d'algorithme le plus consommateur d'énergie qu'on puisse imaginer quasiment, hein, c'est colossal, bah, ça veut dire qu'il va peut-être falloir faire baisser vos émissions carbone ailleurs. Pourquoi pas décommissionner des serveurs, des bases de données. Voilà, il faut avoir ce réflexe de se dire on va essayer d'émettre un peu moins, ça fera de la place pour déployer de l'IA générative si elle est vraiment utile. Voilà, donc ça veut dire aussi évaluer régulièrement ses émissions et puis s'y tenir après année après année, être constant dans sa détermination si on veut être en phase avec ce qu'on nous demande côté RSE pour les déclarations CSRD, si on veut être en phase avec les accords de Paris. Voilà. Il faut absolument regarder dans le temps ce qui se passe. Voilà, je vous propose juste un petit cheminement de pensée maintenant. Imaginons, vous avez quelqu'un qui vient vous voir avec un cas d'usage pour remplacer le service comptabilité, donc je peux dire n'importe quoi, bah, qui vient avec un cas d'usage. La première question à se poser quand vous avez un cas d'usage, effectivement, c'est est-ce que c'est un bon cas d'usage? Moi, j'ai eu beaucoup de cas où en fait, c'est des équipes de R&D qui testaient les LLM et du coup, ils partaient pas forcément sur des cas d'usage réels. Et, et donc ça, c'est important de partir sur des cas d'usage qui font leurs preuves auprès d'utilisateurs et qui vont, il y a toujours une promesse un peu de gain de productivité. Ça peut se vérifier très tôt, en fait, hein. Vous pouvez simuler quelque part ce gain de productivité en travaillant directement avec les utilisateurs du service. Ça, c'est la base, vérifier que c'est utile.
on vérifie que c'est utilisable aussi, on fait des services quand même qui sont bien conçus avec de l'UX, avec de l'accessibilité. Troisième point, c'est que ils vont être utilisés ces services-là. Ça veut dire d'anticiper le passage à l'échelle, le déploiement des solutions. Il y a un rapport MIT qui est sorti qui dit que 95% des projets à base d'IA générative échouent, sont arrêtés juste avant la mise en production ou parfois juste après, parce que ça se passe très mal. Il y a plein d'exemples si vous voulez pour partager. Bon, il faut anticiper cette situation-là. Si aujourd'hui vous testez auprès de quelques utilisateurs un service, ça semble très bien et que vous décidez d'ouvrir au grand public sur Internet, bah, peut-être qu'il va falloir s'attendre à avoir une croissance des coûts de l'ordre de 1000 millions, et donc tout ce qui découle de ça, et des émissions de carbone aussi. En entreprise, il faut aussi faire de la gestion du changement, bien sûr. Alors le premier réflexe à se dire aussi, c'est si vous avez besoin d'un petit peu de d'IA ou d'automatisation, c'est d'abord de vous poser la question de est-ce que c'est nécessaire d'avoir un LLM. Donc comme je disais, la, la nature d'algorithme est la plus consommatrice d'énergie. Il y a de l'IA, il y a d'autres formes d'IA, elles ont été mentionnées tout au début. Vous pouvez effectivement faire de l'IA symbolique, vous pouvez faire de l'IA prédictive, qui est celle qu'on utilise pour optimiser les systèmes. On fait plutôt de de machine learning prédictif. Ça consomme rien par rapport à l'IA générative. Donc d'abord, ça permet de faire de l'optimisation, c'est green, c'est cool, donc c'est intéressant, mais en plus, ça consomme rien. Voilà. Si vous basculez sur l'IA générative, vous avez tout un autre niveau de problème, et en tout cas quelque chose de beaucoup plus consommateur de ressources. Donc si vous partez sur un LLM, très bien, c'est quand même ce qu'il vous faut, pas de souci. Après, il faut l'adapter, donc on va aller chercher le bon LLM, la bonne taille de modèle. Le conseil là-dessus, ça serait de garder une certaine souplesse, une capacité à changer de système, donc avoir de la réversibilité dans vos choix, pouvoir tester pourquoi pas, du RAG en local, basculer sur du SaaS, faire des choses hybrides. Ça suppose par contre que vous ayez une forte compétence en interne à manipuler ces architectures et à pouvoir vous adapter à ce qui se passe. Je ne détaille pas trop ça, mais on a parlé de prompt, de RAG, d'agentique avec les MCP, de fine tuning. Effectivement, il faut quand même faire attention, hein, si vous avez des contextes qui sont très importants, ça vous coûtera cher, ça fera du carbone, ça fera du calcul. Il y a des cas où c'est plus intéressant de refaire du fine tuning pour finalement ne pas avoir besoin de passer ces éléments de contexte en entrée. Enfin, il y a plein de possibilités, quoi. Donc bien réfléchir à son approche, son architecture. Est-ce qu'on a besoin de pouvoir mettre ça à jour tous les jours? À ce moment-là, il vaut mieux faire du prompt. Est-ce que c'est pour un usage de masse très large? À ce moment-là, il faut peut-être faire du fine tuning. Il faut calculer à chaque fois ce qui se passe. Bien sûr, travailler sur la taille du contexte. On avait vu aussi des limitations de taille de contexte ou limiter la longueur des réponses. C'est comme de faire ça. Vous avez des choix d'architecture multiples. Alors le SaaS, en fait, c'est quand même nettement plus optimisé que ce qu'on peut faire sur un ordinateur en local. Alors les chiffres qui étaient présentés au début étaient intéressants, parce que l'exemple montrait que finalement, c'était pas si émissif que ça, ce qui a été fait sur laptop. Mais je pense qu'il faut faire une analyse complète pour être sûr de ces éléments-là. Mais par contre, on voit le travail que fait Google de réussir à diviser par 44 les émissions de carbone. C'est basé sur des choses qu'on ne fait pas en local, qu'on ne sait pas faire en local, qui n'auraient pas de sens en local d'ailleurs, parce qu'il y a par exemple du traitement par batch. Il faut quand même avoir un certain nombre de requêtes qui arrivent pour faire ça. Donc le SaaS, quand même, en termes de performance, risque d'être meilleur. Par contre, un SaaS hébergé aux États-Unis, bah, c'est pas génial, pour des raisons de nature d'électricité qui est très carbonée. Et puis vous avez des contraintes de sécurité, des contraintes contractuelles, etc. Donc, mais en fait, il n'y a pas de réponse simple. C'est ça que je veux dire. C'est que ça vaut le coup, par exemple, d'utiliser l'algorithme que je vous présentais avant de calcul pour vous faire une idée de ce qui pourrait être la meilleure solution pour vous. Si vous avez le choix de l'hébergement, mettez-le en France. Voilà, la France, ça va être 10, 15 fois mieux que la Belgique, l'Irlande, l'Allemagne, ou 20 fois mieux que le Pologne. Et enfin, je conclus là-dessus, bien sûr, vous savez, dans l'IA Act, en fait, un système IA, ça n'a pas de sens. L'important, c'est de l'associer à des cas d'usage. On évalue des systèmes d'IA avec des cas d'usage. Donc, vous avez prévu votre cas d'usage, vous avez déployé votre système, il faut vérifier maintenant que les personnes utilisent votre système pour les cas d'usage que vous avez prévus. Bon, c'est important pour plein de raisons, mais effectivement, si vous déployez un GPT en entreprise et que les gens l'utilisent pour poser des questions de santé, attention, c'était pas ce que vous aviez prévu, ça peut vous poser des problèmes RH et autres.
Il faut vérifier ce que les gens font, il faut continuer de monitorer les usages, les impacts carbone, les impacts financiers, évidemment, et voilà, et rester vigilant sur ce qui se passe sur les usages de votre système, surtout si d'un seul coup tout le monde le trouve génial et fonce dessus, vous allez voir, ça aura des conséquences. Voilà, j'ai fini cette présentation très rapide, présentation sous PowerPoint, sobre, et j'ai utilisé très peu d'IA pour la faire, parce que ils vont faire de la recherche d'informations. J'ai fini si vous avez des questions, hein. Oui. Bonsoir, merci. Super intéressant ton intervention. J'ai deux questions. Je tease la deuxième, avec très provocatrice la deuxième. La première, tu n'as pas évoqué le sujet où on disait jusqu'à présent, l'entraînement, c'est ce qui consomme le plus en termes de ressources. L'inférence, l'utilisation, c'était pas extraordinaire. Sauf que depuis que ChatGPT est sorti GPT-5, ils sont passés de 400 millions à 800 millions d'utilisateurs. Donc j'imagine que ça change un peu la donne. Ça, c'est la première question. Et ma question est, est-ce que tu as des informations un peu plus précises sur la bascule entre entraînement et inférence, les impacts? Et la deuxième, je viens juste de lire que Google Maps allait intégrer Gemini. En fait, c'est un peu la bataille on essaie de trouver les bons modèles, mais on va avoir de l'IA dans tous nos outils. Et c'est un combat sans fin, en fait, et où on va finir par se manger, quoi. Et- Merci pour cette question. Sur la partie impact de l'apprentissage par rapport à l'impact d'inférence ou impact d'usage, alors dans le cas de Mistral, par exemple, il donne des chiffres, c'est 11%, c'est l'apprentissage, et le reste, c'est l'usage. En fait, c'est un calcul ce qui se passe, imaginez, vous fabriquez un très bon modèle, mais que quelqu'un fabrique un peu meilleur et qui sort le lendemain, tout le monde va aller sur le nouveau et le vôtre sera jamais utilisé. Donc en fait, vous aurez 100% de votre empreinte qui sera sur votre phase d'apprentissage. Donc quelque part, c'est ce que je voulais dire aussi quand il faut penser au déploiement. Il y a un moment, il faut se dire, moi je veux amortir cette énergie que j'ai utilisée pour faire entraîner ce modèle, il faut l'amortir. On voit pas trop ce qui se passe en fait en phase de préparation en amont, parce que souvent il n'y a pas un entraînement. C'est de nombreuses versions d'entraînement avec à chaque fois des tests, du benchmarking, du fine-tuning, du réentraînement, etc. Quand on regarde vraiment cette phase de préparation, elle est considérable. Et en fait, il y a plein finalement de modèles intermédiaires qui ne seront jamais amortis. Il faudrait les compter, évidemment, dans le calcul. Par contre, vous, dans vos pipelines, si vous avez de l'entraînement, ce qui est quand même de plus en plus rare, bon, c'est souvent du fine-tuning sur des petits modèles d'OCR, enfin, c'est plutôt des choses comme ça que les entreprises françaises n'entraînent pas, pas par Mistral, de LLM, à ma connaissance. Mais si vous avez de l'entraînement, à ce moment-là, il faut faire très attention à la vitesse à laquelle vous voulez rafraîchir. Et, voilà. C'était pour le premier point. Le deuxième, oui, bah, tout le monde cherche la killer feature. Bon, là, c'est une course à l'échalote. Tout le monde court. C'est assez intéressant de regarder les sondages des chefs d'entreprise qui tous disent grosso modo qu'il faut accélérer, il faut opérer cette transformation. Donc, mais le point de vue des décideurs n'est pas du tout celui des citoyens. 51% des gens ont peur. En France, de l'IA, on a des chiffres même plus élevés sur des sondages IFOP. Il y a, voilà, c'est un public un peu particulier malgré tout qui dit qu'il faut accélérer à tout prix. C'est ce public de décideurs. Et on verra ce qui sortira de ça. L'avenir est particulièrement imprédictible actuellement sur ces questions. Euh, Merci pour la présentation. J'avais une question par rapport à cette présentation, c'était sur le coût de l'IA réel. Quand par exemple, moi j'ai un Claude à 20 euros, est-ce qu'on a une idée un peu de c'est quoi le vrai coût, mais du coup ça a l'air assez opaque, la partie entraînement, etc. Et combien est-ce que la requête que je fais réellement? En termes financiers, je vais avoir de la peine à répondre. Cela dit, les tarifs sont extrêmement évocateurs. Des fois, quand on essaie de savoir quelle est la taille réelle d'un modèle qui a été utilisé, on regarde le prix.
Et sur les types de requêtes aussi, hein, dès que vous faites du deep search, vous voyez que les prix augmentent, c'est des fonctionnalités qui sont pas ouvertes tout de suite. Elles sont que dans les forfaits, par exemple, hein, parce que maintenant c'est le cas, mais c'était pas le cas au moment de la sortie, ou des modèles qui vont itérer, être orchestrés pour itérer très longtemps, travailler pendant 1 heure, 2 heures, 5 heures, etc. Là, en fait, par les prix, on arrive un peu à savoir quelque part les ressources qui sont nécessaires. Et c'est simple, si c'est 2 fois plus cher, a priori, c'est qu'il y a 2 fois plus de calculs. Mais évidemment, il y en a qui vendent à perte. Enfin, il y a une opacité totale et il faudrait de la réglementation et de la transparence de la part des fournisseurs de SaaS pour pouvoir répondre à ces questions. Qui arrive, enfin en Europe en tout cas, des obligations. Vous savez, on doit faire des étiquetages sur pas mal de produits et on doit le faire sur des data centers et ça va arriver certainement sur les LLM, LLM as a service. Merci pour ta présentation. Moi, je fais l'impression de faire un parallèle quand même avec des choses que j'ai déjà entendues autour déjà du développement logiciel classique, hein, et l'économie, hein, notamment. Par exemple, un très bon exemple de tous ces discours qu'on a déjà sur des interfaces web qui sont déjà hyper consommatrices, parce qu'on va les mettre plein de composants, plein d'effets visuels, alors que finalement, on pourrait réduire déjà une empreinte énorme juste en faisant ça. Et c'est quoi le besoin, en fait, du X design pour l'optimiser et autres. Après, un avis aussi, j'ai l'impression que on est piloté un peu aussi par des géants, encore une fois, des hyperscalers, qui vont aller tout modifier et pousser en fait à consommer, hein, et à amener des utilisateurs à faire des utilisations de ces modèles-là. Quand quelqu'un va poser une question à ChatGPT sur c'est quoi la météo aujourd'hui, juste en fait, il n'a même pas conscience, la sensibilisation elle va bien plus loin que nous, juste notre domaine en tant qu'informaticien. Et juste une question de coup plutôt par rapport, tu présentes beaucoup de résultats, plutôt orientés Amérique, enfin, plutôt Ouest, Europe, hein. Il n'y a aucune information sur la partie Chine de l'autre côté. Et pour avoir conçu beaucoup un peu le sujet, même si il y a quand même une petite histoire géopolitique aussi là-dedans, les modèles, les Chinois travaillent, ils n'ont pas accès à toutes ces super cartes GPU de NVIDIA. Ils arrivent à créer des modèles qui en fait arrivent à faire des niveaux de performance qui sont nettement quasiment équivalents à ceux que sortent les Américains, avec des consommations et des empreintes carbone qui sont relativement nettement inférieures, malgré le fait qu'on investisse, l'Ouest et l'Europe investissent énormément sur la partie data center et autres, alors que les Chinois, eux, essayent d'optimiser au maximum. Ouais, je pense que c'est plus par rapport justement à l'étude et de la partie Est. Orient, bien sûr, j'ai pas plus d'informations sur DeepSeek, etc. Il y a eu les polémiques, comment ça a été fabriqué. On peut entraîner un modèle à partir d'autres modèles. Donc, on peut quantifier des modèles. Vous savez, vous pouvez prendre un modèle et finalement le compresser, comme on le ferait sur un fichier audio, pour en faire un modèle plus petit. Il va être un peu moins performant, mais il va être pas mal quand même. Donc, ça, il y a pas mal d'astuces pour fabriquer des modèles en réutilisant des choses qui existent. C'est peut-être ce qu'ont fait les Chinois dans le modèle DeepSeek. Là, on a la question de la création sous contrainte, en fait. Mistral, c'est pareil, on n'a pas des capacités extraordinaires et Mistral s'est tout de suite positionné sur la sobriété de ses modèles ou la vitesse à laquelle il répond, mais c'est la même chose. Donc, effectivement, sous contrainte, nous, on va faire des choses un peu plus sobres, on va dire. Les Chinois, ils le font aussi certainement parce qu'ils ont un objectif de déploiement beaucoup plus large que nous. Donc, si on veut vraiment beaucoup déployer tout le temps de l'IA, on ne peut pas prendre des modèles trop gros, gigantesques. Donc, ça, c'est aussi une question d'objectif opérationnel. Le problème, c'est que, surtout quand on parle d'IA frugale, on voit des modèles frugaux, mais en fait, ils viennent pas remplacer des modèles des modèles très larges. Un des, une des qualités des LLM, c'est qu'on s'est aperçu que d'abord, ils étaient capables d'avoir des connaissances extrêmement larges, donc c'est des généralistes, mais en continuant de les entraîner, on s'est aperçu qu'ils étaient aussi meilleurs que des modèles spécialistes. Et ça, c'est-à-dire que vous pouvez entraîner un modèle sur des données médicales. Si vous l'entraînez pas sur tout le reste des corpus qu'on peut retrouver dans les entraînements pour GPT, bah, en fait, il va pas être bon. Et GPT va faire mieux. Donc finalement, c'est une victoire totale et écrasante des très gros modèles sur le reste. Par contre, il y a pas mal de cas, quand on pense, on cadre ces usages, là, effectivement, on peut décider que le plus gros modèle n'est pas forcément le meilleur.
Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces modèles, ils vont certainement avoir tendance à s'additionner et pas se remplacer. Si à un moment on trouve un super modèle frugal, il y en a plein qui sortent en plus. Microsoft en a fait des. Bon, bref, il y en a des très bien et ils ont pas, par leur frugalité, remplacé tous les grands modèles. Par contre, on se dit, ah bah, c'est pas grave, on va les mettre dans les smartphones ou dans des petits équipements un peu de partout, d'IoT. Donc voilà, c'est plutôt des solutions qui s'additionnent, en tout cas, plutôt qu'elles se remplacent. Merci, super synthèse. Vous avez évoqué la comptabilité carbone et est-ce que vous avez fait le même travail sur la comptabilité eau, la consommation d'eau par requête, sur aussi la publicité de la requête et l'emplacement de la façon de faire. Oui, quand on fait l'évaluation de l'empreinte, normalement, si on utilise la méthode CV d'analyse en cycle de vie, on est censé le faire sur plusieurs facteurs. On ne regarde pas que les émissions de carbone, on regarde une dizaine de facteurs, dont la consommation d'eau d'eau bleue et plein d'autres, les émissions de radioactives, l'eutrophisation du sol, hein, quel mom dans quelle mesure est-ce qu'on empêche un sol de se régénérer, et cetera. Il y a plein de facteurs. L'eau, c'est le deuxième effectivement qui vient à l'esprit. Après, c'est toujours très simple. Grosso modo, vous prenez des kilowattheures et vous avez un facteur d'émission pour savoir combien de grammes de CO2 ça va émettre et un autre pour savoir quelle quantité d'eau va être utilisée. Ça dépend par pays. Alors nous, on les publie, hein, sur notre site, on vous donne ces facteurs-là et on a voulu aller un peu plus loin parce qu'aux États-Unis, voilà, c'est très différent entre le Tennessee et l'État de Washington. Donc en fait, par État américain, voilà, quand ils ont beaucoup d'hydroélectricité, c'est pas du tout pareil que quand on est au Texas. Bref, donc ça c'est et donc à chaque fois c'est simple, on regarde où est le data center, on multiplie par ces facteurs-là et on arrive à voir ces impacts environnementaux. Sinon, tu comprends deux. Merci. Du coup, vous avez parlé de préférer que j'aimerais en France et vous avez cité pas mal d'exemples. Et j'aimerais savoir sur quoi vous êtes basé justement. Alors, mon seul critère, hein, c'est l'intensité carbone de la grille électrique du pays qui héberge le data center. En fait, alors il y en a d'autres. En vrai, on peut regarder d'autres éléments, hein. Vous pouvez regarder par exemple le facteur REF, c'est-à-dire la quantité d'énergie qui est générée par le data center si vous mettez des panneaux solaires dessus, si vous mettez des éoliennes, etc. Au bout d'un moment, il va avoir Heu, il va émettre très peu peu d'électricité de la grille. Donc si en France, il y aura quand même 70 de nucléaire, 20 d'hydroélectrique et plus mais on va pouvoir déduire ce que lui, il aura fabriqué lui-même. Donc ça, c'est un autre facteur quand même qu'on peut prendre en compte. Il y a des chiffres pour tous les data centers en France, et ils vont être obligés de toute façon de publier ces données-là. Donc, en particulier leur PUE, donc c'est, leur efficacité énergétique, quantité d'énergie qu'on dépense pour faire fonctionner le data center au-delà du simple calcul. Ça, c'est un facteur important. Donc, plus il est bas, enfin, s'il se rapproche de 1, c'est mieux. Donc, vous pouvez comparer les data centers de ce point de vue-là. Vous pouvez faire la même chose sur l'eau, le WUE. Vous pouvez regarder l'électricité qu'ils fournissent en propre. Vous pouvez regarder après s'ils achètent des contrats verts. Mais attention, sur tout ce qui est achat de contrats verts, ça ne change pas finalement le taux de carbone de l'électron qui arrive dans votre système. Il y a une grille. Si vous financez, si vous prenez des contrats verts, c'est très bien, ça va permettre de faire des investissements verts, mais ça ne va pas changer le nombre de grammes de CO2 qui vont être nécessaires pour fabriquer l'électricité que vous allez recevoir. Donc, moi, je suis très prudent sur ces histoires de contrats verts. En tout cas, je ne le mets pas dans le calcul, comme d'autres, hein. C'est pas mon point de vue, mais on ne le met pas dans le calcul. Par contre, ces notions de PUE, oui, on les intègre. Donc, on peut comparer les data centers les uns aux autres. Et posez-leur la question, hein. En fait, vos fournisseurs, ils peuvent être plus ou moins opaques. Le rôle des clients, c'est d'aller un petit peu les embêter et leur dire, bah, d'abord, vous me donnez ces facteurs-là. Alors, le CUE, le PUE, le REF, le WUE, et
Et c'est pareil, quand vous prenez un contrat avec Microsoft, vous pouvez leur poser des questions. Avec Amazon, vous pouvez leur poser des questions. Ils vous donnent peut-être des résultats, mais ils vous donnent pas forcément la méthodologie. C'est le moment de les embêter. On est français, on a le droit de le faire. Ils seront pas surpris, hein. Mais ça, c'est très important. D'amener cette pression auprès des acteurs américains et de montrer l'exemple dans ce qu'on fait en France. Merci pour cette dernière présentation de la soirée. Donc, merci quatre speakers aujourd'hui. Merci aussi à Olivier qui a œuvré pour la technique, l'organisation, etc. Et pour bien arriver. Et puis, merci à vous tous pour avoir supporté tout à l'heure. On était nombreux dans la salle et ça fait plaisir. Oui, exactement. J'ai une mauvaise qualité de vie et tout ça, ça va bien un petit peu comme tout le monde. J'ai poussé les murs, on va dire. On va pouvoir un petit peu enlever les chaises, réorganiser. Il va y avoir en boisson fraîche, sans alcool au niveau de la table là-bas. Il y aura la tireuse qui sera juste derrière le bar ici. C'est parfait. Et on fera plusieurs points pizza au niveau de la table. Voilà. Merci.